Bonjour à tous. Alors, je suis absolument ravie aujourd'hui de prendre la parole et d'avoir la chance de vous présenter cette troisième conférence des Assises Solars de l'alimentation pour vous présenter un livre qui m'a complètement enthousiasmée, je dois le dire. C'est le livre intitulé « Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette ?», écrit par Isabelle Brockman, ici présente, et le docteur Robert Barouki. Alors, Isabelle Brockman, vous êtes journaliste et réalisatrice spécialisée dans les questions alimentaires et la santé. Vous avez prêté votre plume à des titres comme Le Nouvel Obs, Marie-Claire, Psychologie Magazine ou encore Marianne. Vous avez aussi réalisé, je crois, un documentaire pour France 5 sur les cantines scolaires. Et ce livre, savez-vous vraiment ce qu'il y a dans notre assiette ? Eh bien, il a nécessité plus d'1 an d'enquête parce qu'il reconstitue toute la chaîne de production de nos aliments de base, c'est-à-dire le pain, l'œuf, le lait, les viandes, le saumon, la pomme de terre, la tomate, les pommes. Et on commence véritablement dans le laboratoire du sélectionneur et on va jusqu'au supermarché pour éclairer le consommateur sur la façon dont sont produits de A à Z les aliments qui rythment notre quotidien. Robert Barouki, je me tourne vers vous. Vous êtes médecin, biochimiste et toxicologue, directeur de l'unité INSERM pharmacologie, toxicologie et signalisation cellulaire, faculté des Saints-Pères à Paris depuis 2006. Vous enseignez également, je crois, la biochimie, la toxicologie en biochimie clinique à l'hôpital Necker Enfants Malades depuis 2008. Et vous êtes également, on cumule tout, mais ça vous va bien, chef de service en biochimie métabolomique et protéomique, j'ai réussi à le dire, à l'hôpital Necker Enfants Malades depuis 2012. Alors donc ce livre, c'est à la fois, je dirais, une immersion, pour le pitcher, comme on dit aujourd'hui, une immersion à la fois passionnante et terrifiante, j'insiste sur le mot, dans les filières de l'agro-industrie. Parce que, effectivement, du blé à la viande, du lait aux céréales, en passant par la pomme de terre, la tomate ou encore le saumon, vous passez à la loupe, finalement, ces 8 filières, ces 8 produits que l'on a l'habitude de trouver dans nos assiettes. Et j'emploie exprès et volontairement le terme terrifiant parce que, si j'ose dire, après avoir lu ce livre, eh bien, on ne regarde plus du tout ni ses placards, ni son frigo de la même façon. Alors, je le disais, ce livre a nécessité plus d'1 an d'enquête. Je voudrais savoir, Isabelle, comment vous y êtes prise, et je commence par vous, évidemment, pour enquêter auprès de filières qui ont nécessairement le culte ou le goût du secret. Quelle a été votre méthodologie ? Alors, quand j'ai décidé de commencer mon enquête, j'ai évidemment commencé d'identifier, vous m'entendez, c'est bon, des producteurs. Et puis très vite, j'ai compris qu'en fait, je trouverais porte close. Pour une raison simple, c'est que l'agriculture a tellement changé que faire accepter à un producteur de raconter ses méthodes, ça veut dire battre complètement, détruire l'image que nous avons tous de l'agriculture, de notre alimentation et de nos aliments. Ce que je veux dire par là, c'est que les changements opérés dans le monde agricole ont été tellement incroyables, technologiques, massifs et radicaux depuis l'après-guerre, que si on avait été mis au courant au fur et à mesure de ces évolutions, on se serait probablement levé comme un seul homme en disant « mais attention, mais pas question, mais que faites-vous » Et en fait, on n'a rien su, ni vous ni moi. J'étais très très ignorante de beaucoup de choses avant de commencer ce bouquin. Et on n'a rien su pour une raison simple, c'est que le marketing de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire, a été d'une efficacité redoutable pendant des décennies pour nous faire croire que les œufs venaient de poules qui continuaient de picorer, pour nous faire croire que le lait venait de vaches qui continuaient de paître paisiblement dans une prairie, que le blé, l'été qui ondule au soleil était somme toute du blé, et rien que du blé, que le pommier croulait naturellement sous ses fruits. Et donc aujourd'hui, il y a une expression que j'ai utilisée plusieurs fois, la plupart des consommateurs que nous sommes envisageons encore l'agriculture comme Martine à la ferme. C'est l'image d'Épinal, ce que vous évoquez. Exactement. Alors que l'agriculture n'a plus rien à voir avec tout ça. Et si les producteurs avaient accepté de me confier en direct leurs méthodes,
ça aurait évidemment ruiné immédiatement toute l'image qu'ils essayent de maintenir pour garantir que les consommateurs vont continuer à avoir envie de croquer dans leurs pommes, d'acheter leurs pommes de terre et de boire leur lait. Alors justement, comment est-ce que vous avez procédé pour ouvrir ces portes désespérément closes ? Alors, en fait, j'ai procédé selon une tactique d'encerclement. C'est-à-dire que je suis partie des laboratoires. Les chercheurs, les ingénieurs, les agronomes sont très contents de raconter leurs recherches, leurs trouvailles, toutes les performances qu'ils arrivent à intégrer dans les produits agricoles à force de manipulation, hybridation, etc. Donc, eux parlent absolument sans problème. Ensuite, les instituts techniques qui soutiennent les agriculteurs, quelle que soit leur spécialité, sont eux tout à fait ravis de raconter comment ils aident, comment ils préconisent, comment ils conseillent, etc. les agriculteurs. Et donc on sait bien qu'en fait, les agriculteurs face à une agriculture qui est devenue de haute technologie, les agriculteurs sont extrêmement attentifs à ce que leur disent les instituts techniques dont ils consultent les sites 10 fois par jour, pour plein de raisons. C'est donc accessible au grand public, tout ça? Absolument, mais moi j'y suis allée évidemment. Sans vous présenter en tant que journaliste. J'ai surfé, j'ai regardé, j'ai les questions, les réponses, etc. J'ai beaucoup lu la presse agricole. J'ai été longuement abonnée à Réussir Vigne, Réussir Lait, Réussir, etc. Donc je recevais les alertes, voilà. Donc les instituts techniques. Ensuite, il y a un certain nombre de structures qui font aussi de l'assistance et du conseil, qui ont aussi accepté de me parler, de me dire comment ils intervenaient dans les exploitations pour aider les agriculteurs à prendre les bonnes décisions. Ensuite, je suis allée sur à peu près tous les sites des producteurs de produits phytosanitaires. Je suis allée chercher les catalogues de produits, je suis allée chercher les modes d'emploi. Et quand vous avez l'explication de l'utilisation optimum de tel ou tel pesticide, vous pouvez être à peu près sûr que c'est comme ça, au mieux, que les agriculteurs vont l'utiliser. C'est comme la notice dans le médicament. A priori, quand vous prenez votre médicament, vous allez suivre la préconisation du médecin. C'est exactement la même chose. Donc j'ai beaucoup regardé ce que préconisaient les fabricants de produits phyto. J'ai interviewé beaucoup de vétérinaires, puisque les éleveurs n'avaient pas du tout envie de me raconter ce qu'ils donnaient à leurs animaux. Et donc puis pas de langue de bois du tout chez les vétérinaires, a priori. Ah ben non, on vous dit oui, la dose d'antibio c'est à la naissance, c'est au sevrage, c'est obligatoire, ça sert à telle et telle chose, ça permet de gagner en poids, en nourriture, enfin on a vraiment les infos. Voilà, donc l'INRA, les instituts techniques, les vétérinaires, et puis ensuite les distributeurs, ceux qui transforment les œufs en nouveaux produits, les chercheurs qui travaillent sur le lait. Parce qu'aujourd'hui, on craque le lait. Le lait que vous buvez est un lait de très haute technologie. Et donc, tous ceux qui ont mis au point ces processus sont ravis de les raconter. Donc voilà, je les restitue. Alors voilà pour la méthodologie. Robert Barouquet, vous êtes, je l'ai dit, médecin, biochimiste et toxicologue. Et c'est donc à ce titre que vous avez apporté votre expertise au contenu du livre. Est-ce que vous avez été vous-même surpris par certains aspects de l'enquête menée de main de maître, je dois dire, par Isabelle Brockman ? Plus que surpris, moi je connaissais rien à tout ça. Franchement, j'ai appris énormément de choses en lisant l'enquête, et je pense que beaucoup de gens apprendraient, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très connu. Il y a des choses dont on se doute un tout petit peu. On a vu parfois des images, on voit les poules tout ensemble dans des cages, etc. Donc il y a des choses qu'on devine, mais en fait l'intérêt là, c'est toute la filière. En fait, c'est de vraiment concevoir l'agriculture comme une industrie. Ça devient une vraie industrie et qui transforme, qui utilise, etc. Donc vous-même, en tant que toxicologue, ne saviez pas ça, que c'était une industrie à ce point? Pas à ce point. Vous ne soupçonniez pas. Apprend pas à ce point, bien sûr que non. Nous, on ne va pas chercher les choses à ce niveau-là. On va regarder si les pesticides qui sont utilisés sont problématiques ou pas, à quelle quantité, quel mélange, etc. Donc c'est ça qui nous regarde, toute l'histoire. Non, on ne la connaît pas. Et à la limite, bon, on peut admettre que c'est parce qu'on sait par contre qu'on a demandé aux agriculteurs de produire beaucoup, à moindre coût,
Et donc, il faut savoir que dans cette équation-là, avec les progrès techniques des uns et des autres, ben, on imagine bien qu'ils aboutissent à une solution de l'équation qui est un peu... par contre, est-ce que cette solution nous convient ou pas? Est-ce qu'il y a sur le plan nutritionnel, c'est avantageux? Est-ce que sur le plan toxicologique, c'est risqué ou autre? C'est ça ce qui nous intéresse. Évidemment. Alors Isabelle, au vu de ce que vous avez découvert en enquêtant, est-ce qu'on peut parler de, allons-y, osons les mots, désastre écologique? Parce que moi j'ai été marquée en particulier par le premier chapitre du livre qui parle du pain, et je pense au blé, donc qui est si gourmand en molécules chimiques à sa conservation. Je pense aussi aux truies par exemple, dont vous dites qu'elles ont 2 mamelles de plus qu'il y a 10 ans, c'est quand même un petit peu affolant quand on y pense, ou encore à la vie des poules pondeuses. Est-ce que donc il y a un désastre écologique? Le désastre écologique, Robert pourra peut-être répondre en complément à la question. Pour moi, il y a un désastre, consumériste. Il y a un désastre probablement nutritionnel. Il y a probablement un désastre toxicologique, ou en tout cas, oui, Robert va nous répondre. Voilà. Pour ça. Et puis, je pense que nourrir ses enfants avec des produits issus de filières traditionnelles, il faut juste rappeler un chiffre. C'est que vous et moi, nous consommons 98% d'aliments issus de ces pratiques. Même si, alors peut-être que certains d'entre vous mangent bio, quoi qu'il en soit, en France, aujourd'hui, 98% de nos aliments, 95% dans certaines filières, je vais être gentille, sur le porc, 99% du porc que nous consommons est du porc conventionnel. Donc ça nous interroge vraiment. C'est notre santé, c'est la santé de nos enfants. Et puis, secondairement, c'est la santé de la planète. Et puis, peut-être aussi, c'est la santé de nos agriculteurs et la santé d'une filière paysanne qui est dans un état absolument catastrophique. Donc oui, c'est un désastre. Et le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que on n'est pas du tout prêt d'en sortir. Et que... l'industrie agricole, moi je ne parle plus d'agriculture, je parle d'industrie agricole. L'industrie agricole a la mainmise à travers le grand syndicat que je ne nommerai pas, à travers un lobbying extrêmement puissant, à travers des enjeux économiques qu'on connaît tous. L'agriculture conventionnelle a la mainmise sur l'agriculture et sur nos assiettes en France, et je pense qu'on n'est pas parti pour que ça cesse. Donc après, effectivement, en tant que consommateur, en tant que lecteur, en tant que citoyen, on doit se poser la question de savoir si on veut être complice, entre guillemets, de ce système, ou si on cherche au moins à titre individuel, et ensuite plus on sera nombreux et plus ça aura d'impact, à sortir des filières de l'industrie agricole qui n'a qu'une seule vocation, c'est fournir le système de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que la question aujourd'hui dans cette filière n'est pas de produire pour des consommateurs, quand on est producteur de pommes de terre, de blé ou de porc. Elle est de produire pour des industriels et des distributeurs qui vous imposent un cahier des charges. Et si vous ne respectez pas ce cahier des charges, vous serez ruiné à la fin du mois parce qu'on n'achètera pas votre production. B2B avant le B2C, en fait. On est là, exactement. Robert, désastre toxicologique ou pas? C'est autant une question, je dirais, technique qu'une question philosophique. Parce que, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle le progrès. Et on a pendant très longtemps considéré que le progrès, c'est le progrès technologique, le progrès économique. Mais le progrès, c'est aussi le bien-être, améliorer le bien-être général de la population et des écosystèmes et de l'environnement. Il faut insister là-dessus, c'est pas évident. La plupart des gens considèrent que le progrès, c'est une nouvelle technologie, le dernier smartphone. Et en fait, la question réelle dans le progrès, c'est finalement, est-ce que ça nous amène plus de bien que d'inconvénients? Et il faut toujours se poser cette question. Donc, quand on détruit effectivement la forêt pour produire de l'huile de palme, ou quand évidemment, on a un impact sur l'environnement qui n'est pas positif sur l'équilibre global de l'environnement. Donc, dans le progrès technologique qu'il y a eu des aspects qui sont négatifs. Moi, je ne suis pas contre le progrès, au contraire. Je veux dire, je suis plutôt favorable à ce qu'on soit innovant
Isabelle a vu des gens de l'INRA. Les gens de l'INRA fabriquent des variétés nouvelles, recherchent comment faire des variétés qui résistent mieux à la sécheresse, qui résistent mieux à telle... Donc c'est le progrès, ça. C'est du progrès, bien sûr. Maintenant, il faut intégrer ça dans un cadre général des équilibres des écosystèmes, de ne pas détruire la forêt, de ne pas faire en sorte que dès qu'il y a un peu de pluie, c'est une inondation, de ne pas faire en sorte qu'on utilise évidemment des produits sans tenir compte de leur toxicité éventuelle. On utilise des antibiotiques pour faire... augmenter la croissance des animaux, alors que ce n'est pas nécessairement le but initial des antibiotiques, avec des conséquences qui ne sont pas... il faut avoir une vision un tout petit peu globale et dire est-ce qu'on a amélioré le bien-être ou est-ce qu'on ne l'a pas amélioré. Et dans beaucoup de cas, on ne l'a pas amélioré. Mais le progrès technologique peut aussi améliorer le bien-être. Et il y a un certain nombre d'exemples. Donc je pense qu'il faut vraiment que ce soit très clair. On n'est pas en train de dire qu'il faut revenir dans tout à des situations d'antan. On est juste en train de dire on a poussé le bouchon un tout petit peu trop loin en oubliant un certain nombre de conséquences. Donc là, il faudra voir comment on peut faire. Et parmi les approches, c'est le progrès scientifique qui peut nous amener à une meilleure utilisation de ces technologies. Justement, est-ce que des chercheurs de l'INRA consultent des gens comme vous, des toxicologues, avant de mettre au point et mettre sur le marché leurs découvertes? Il y a des toxicologues à l'INRA. Moi, je suis à l'INSERM, donc je suis plutôt toxicologie humaine. Eux, et leur spécialité est plutôt la toxicologie, par exemple, chez l'animal. Donc, il y a des toxicologues. Alors, est-ce qu'à chaque fois... plus généralement qu'à l'INRA d'ailleurs, mais en général, est-ce qu'à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, qu'on invente quelque chose de nouveau, une nouvelle molécule, une nouvelle variété, on a tous les tests nécessaires avant de la mettre dans la nature? Ça, je ne pense pas que j'irai jusqu'à dire ça, malheureusement. Il y a des tests, hein. Il ne faut pas croire non plus qu'on met n'importe quoi. Il y a des tests, et notre but, c'est non pas d'empêcher les gens de concevoir de nouveaux produits, mais notre but, c'est d'augmenter la batterie de tests et de rapprocher des dernières découvertes scientifiques, en toxicologie notamment, pour que cette batterie de tests soit la plus protectrice possible une fois qu'on la passe dans la nature. Donc, mais il est évident que même malgré tous les tests qu'on fait, on peut rater des choses et il faut continuer à observer ce qui se passe dans la nature et essayer et arrêter éventuellement si on a raté quelque chose et qu'on s'est planté. Donc il y a différentes phases. Il y a la phase avant utilisation d'un produit et il y a la phase d'observation qui suit. C'est la même chose pour les médicaments. On fait exactement la même chose. Vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste exactement votre métier? Parce que je pense que la toxicologie, beaucoup de gens ne saisissent pas exactement l'alpha et l'oméga de votre métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Mon métier, moi personnellement, il y a toxicologie, il faut utiliser avec un S à la fin. On peut pas, les toxicologies. Ah oui, parce que moi je fais une toxicologie plutôt, disons, moléculaire. J'essaie de comprendre pourquoi la dioxine, les PCB, les pesticides... Les PCB Oui, les PCB, donc c'est les polychlorobiphéniles, c'est dans les transformateurs, hein, voilà. C'est des produits qui sont utilisés dans les transformateurs. On en parle encore parce qu'ils sont tellement rémanents dans les écosystèmes, et d'ailleurs chez les humains, et j'ai pas mal travaillé là-dessus. C'est-à-dire, si vous ingérez un tout petit peu de PCB, vous mettez des dizaines d'années parfois pour vous en débarrasser. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'en débarrasse pas facilement. Bon, dioxine, pareil, certains pesticides. Donc j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent sur l'organisme, pourquoi ils sont toxiques, par quel mécanisme ils sont toxiques, avec l'idée que si on comprend mieux pourquoi ils sont toxiques, eh bien, quand on développe une nouvelle substance, eh bien, on peut très vite vérifier si elle va avoir cette toxicité ou ne pas l'avoir. C'est ça l'objectif appliqué. Mais moi, je vois ça au niveau, disons, amont, un peu fondamental. Mais il y a des toxicologies réglementaires où les gens analysent toute la littérature scientifique, établissent des règlements, interdisent, régulent, interdisent un tel produit dans tel endroit, et développent des limites. C'est-à-dire, si sur une pomme, il y a des pesticides et que si ça dépasse cette limite, on interdit la consommation. Donc ça, c'est leur boulot. Et puis, il y a d'autres toxicologies plus cliniques. Donc, Alors justement, Robert, de toutes ces filières d'aliments qui sont menacées par les substances chimiques, on le voit, qui sont très nombreuses, et je vous invite vraiment à lire ce livre. Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette? Parce que vous aurez un détail assez croustillant, assez édifiant. Laquelle de ces filières vous semble la moins toxique et à l'inverse la plus potentiellement dangereuse?
Je ne sais pas si on a établi une hiérarchie dans les dangers. Donc, franchement, on n'a pas vu les choses sous cet angle-là. On a essayé, donc, pour chaque filière, donc, il y a l'histoire de la filière, ça, c'est ce qu'a fait Isabelle, comment ça se fait. Et puis, moi, j'ai essayé de mettre un éclairage sur un point particulier, par exemple. Mais il y a des... Bon, si on prend la viande, par exemple, pour prendre cet exemple-là, Isabelle prendra d'autres exemples. Là, on est devant l'utilisation d'antibiotiques. On peut se dire, après tout, des antibiotiques, on en utilise nous. En quoi c'est si mauvais que les animaux puissent utiliser des antibiotiques. Mais le problème, c'est que c'est utilisé pas nécessairement parce qu'ils ont une infection, mais pour favoriser la croissance. Et à force d'utiliser des antibiotiques, on a induit des résistances chez les bactéries et d'autres, et d'ailleurs aussi chez certains parasites. Donc on a introduit des résistances, et ces résistances sont très problématiques. C'est-à-dire, si on est infecté par une bactérie résistante aux antibiotiques, on a parfois beaucoup de mal à l'hôpital à trouver le bon antibiotique pour. Donc ça, c'est de pire en pire. 30 000 morts par an en Europe. Voilà, donc ça c'est un exemple, c'est pas du tout sur ce que je travaille, mais c'est assez une bonne illustration de quelque chose qu'on fait. Bon, on met des antibiotiques, la croissance est plus rapide, donc économiquement c'est extrêmement rentable. Et puis ensuite on induit des conséquences qui, économiquement, non seulement sanitairement c'est pas bien, mais économiquement, il faut vraiment calculer, parce que si on passe du temps à l'hôpital, si on perd des années de vie, ou si on est malade pendant plus longtemps, ça aussi, ça se mesure d'un point de vue économique. Et on est toujours sur le court terme, mais on ne voit pas les choses sur le long terme. Isabelle, vous voulez ajouter un mot là-dessus ? Je rebondis là-dessus parce que y a quand même tout un passage écrit par Robert, moi, qui m'a passionnée. C'est l'idée que aujourd'hui, la toxicologie, ou en tout cas les estimations de dangerosité, ou en tout cas de quantité de pesticides qui restent dans les aliments, sont en principe passées à la loupe. Sauf que, d'après, si j'ai bien compris, le système d'évaluation, les pesticides de même nature, mais qui seraient issus de produits différents, ne sont pas accumulés, ne sont pas additionnés. Et l'exemple que prend Robert est tout à fait parlant. C'est comme si, en fait, vous buviez un peu de champagne avec de l'alcool, un peu de Porto avec de l'alcool, 2 verres de vin avec de l'alcool et un digestif toujours alcoolisé, et qu'en fait, on ne cumule pas, si j'ai bien compris, l'alcool, mais qu'on considère que chacun est à prendre en compte tout seul. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est du vécu, ça. Enfin, moi, j'ai quand même fait des études de médecine. J'ai pas fait beaucoup de médecine parce qu'après, je suis passé dans la recherche, dans les laboratoires, mais j'étais dans des services d'hépatologie. Bon, et dans les services de maladies du foie, bon, on voit beaucoup d'alcooliques. Et le but, c'est d'interroger la personne. Monsieur, combien buvez-vous ? Alors, bon, je bois 2 verres. Bon, je bois 2 verres de vin. Bon, ok, très bien. Déjà, en général, c'est 2 verres, ça veut dire 3 ou 4. Non, mais bon, mais c'est et puis ça dépend du verre. Hein. Il faut faire confiance au patient. Hein. Voilà, il faut faire confiance. Mais il faut lui dire un peu, vous remplissez ou vous ne remplissez pas. Et ensuite, vous dire, mais avant le repas, vous prenez quelque chose. Un petit apéro, bien entendu. Mais bon. Et puis après, évidemment, un petit Armagnac, ça fait passer. Mais c'est pas de l'alcool. Donc c'est du vécu. Donc en fait, nous, dans ce service-là, on fait le calcul parce qu'on sait que 10 centilitres de vin, c'est tant d'alcool, 2 centilitres d'Armagnac, c'est tant d'alcool. On fait le calcul et l'imprégnation alcoolique, on additionne tout ça. Alors, pour revenir à tes pesticides, c'est un cas particulier de pesticides. Parce que moi, je vous ai dit, j'étudie comment ces substances agissent sur l'organisme. Ils ont ce qu'on appelle un mécanisme d'action. Ils sont toxiques d'une certaine manière. Par exemple, ils peuvent venir détraquer nos hormones. Et donc ça, c'est caractérisé. Et parfois, on a plusieurs substances sur un même produit, par exemple sur une pomme, sur un même produit, plusieurs substances qui agissent de la même manière. C'est des substances différentes, mais ils ont le même mécanisme d'action. Effet cumulatif. Hein. Effet cumulatif. Et là, jusqu'à présent, dans la toxicologie actuelle réglementaire, on fait toutes nos études substance par substance, comme si les autres n'existaient pas. C'est comme ça, c'est la règle depuis des années. Et la question est, ne faut-il pas, dans ces situations, et il y a des arguments scientifiques, additionner les doses de ces substances? Et si on le fait, peut-être qu'on serait amené à récuser un certain nombre de produits, parce que là, ils dépasseraient les normes choisies. Donc c'est comme ça qu'on peut, en pratique,
Je pense que ça, c'est une des conséquences pratiques de ces études de laboratoire et qui va passer dans les agences de réglementation. Elles y travaillent, hein, je peux vous le dire. Elles y travaillent et peut-être que ces choses-là vont avancer même dans les années qui suivent. Alors, vous parlez justement hein, de cet effet cumulatif des contaminants dans le temps, mais aussi des particules et des composés volatiles qui sont dans l'air. Et vous baptisez, je trouve l'expression absolument merveilleuse, très bien choisie, vous baptisez tout ça le cocktail des cocktails ou exposome. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu tout ça et surtout, de quelle manière peut-on y échapper? L'exposome, ça c'est mon dada depuis quelque temps. L'exposome, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait l'ensemble des expositions que nous subissons toute notre vie. Pendant toute notre vie, il faut vraiment concevoir tout. Et les expositions, c'est diversifié. Hein. Il y a évidemment, on respire, il y a des particules dans l'air, il y a peut-être un peu trop de CO2 aussi ici, donc il y a un peu d'ozone, mais pas seulement. On mange aussi, et dans ce qu'on mange, il y a des contaminants et puis il y a les nutriments eux-mêmes. Bon, heureusement. Évidemment, heureusement. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais on subit la chaleur quand il y a le climat qui se détraque un peu. Et puis par ailleurs, on a des stress psychologiques qu'on inclut, nous, dans l'exposome maintenant. Donc on essaie d'avoir une vision assez globale de toutes les expositions, de tous les stress que nous pouvons subir et d'avoir cette vision globale. C'est tellement... Ça a été trouvé intéressant même par le ministère de la Santé, puisque dans l'introduction de la loi santé, on dit disons la politique de santé va s'inspirer du principe d'exposome. Pourquoi? Parce qu'il faut voir les choses d'une manière un tout petit peu plus globale que simplement en regardant chaque fois un problème après l'autre. Si je vais m'expliquer, je prends un fruit ou des légumes. On vous encourage, vous allez entendre le matin des gens qui vous disent mangez 5 fruits et légumes, et on est d'accord. Sur le plan nutritionnel, c'est parfait. Mais l'après-midi, vous allez entendre un toxicologue éventuellement qui vous dit il y a des pesticides sur les fruits et légumes et c'est peut-être pas si... Alors qu'est-ce que je fais? 5 fruits et légumes, pesticides. Bon, alors il y a une solution qui est le bio, qui est de diminuer la part la plus peut-être négative et puis d'augmenter la part la plus positive en prenant des produits les plus riches en vitamines, etc. Donc on peut jouer. Mais l'exposome, c'est un peu ça, c'est-à-dire avoir une analyse un peu globale des phénomènes et essayer de donner des réponses le plus pratique possible, même si l'ambition de l'exposome, c'est quelque chose de très grand. Alors, des cocktails, c'est ça. Hein. Ça vient de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, de nos comportements. Est-ce que je fume, je ne fume pas, je bois, je ne bois pas. Et le stress également. Le stress, on le met... Alors ça, on le met un peu trop de côté, peut-être. Et c'est une erreur. Parce que même biologiquement, il y a des arguments pour dire que des stress psychologiques peuvent avoir des effets sur l'organisme qui parfois ne sont pas si différents de molécules chimiques qui viennent avoir un effet négatif. Donc il faut vraiment avoir une vision globale. Il y a des études, juste pour illustrer ça, qui vous disent que si une personne est dans une situation sociale, psychologique défaillante, difficile, elle est plus vulnérable vis-à-vis de la pollution. C'est prouvé. Oui, pour la pollution atmosphérique, oui. Pas pour n'importe quoi, mais pour la pollution atmosphérique, il y a des études. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent le long du périphérique où il y a plein de particules atmosphériques. Il y a des gens qui vivent le long des Champs-Élysées. Il y a aussi pas mal. Selon le niveau socio-économique, on peut être plus ou moins vulnérable à la même chose, qui sont les particules donc c'est très important, vous avez raison. Et si on est vulnérable psychologiquement, est-ce que, à contrario, les pesticides, enfin tout ce qu'on trouve dans nos assiettes, ce que vous développez admirablement bien dans votre livre, peut aussi nous atteindre plus fortement? Est-ce que ça a été étudié? C'est un peu étudié expérimentalement. On est loin d'avoir toutes les preuves chez l'homme, donc je ne m'aventurerai pas pour vous dire que c'est quelque chose d'acquis. Le message que j'essaie de passer et que nous avons essayé de passer donc, avec Isabelle dans ce livre, c'est la science donne quelques informations. Beaucoup de ces informations ne sont pas définitives, quoi. On n'est pas sûr nécessairement de ce qu'on dit. En revanche, on a quelques arguments pour dire que tel produit est probablement toxique, mais on n'a pas tous les arguments. Et notre but a été de dire les choses de manière transparente. Nous ne sommes pas là pour, disons, faire peur en disant tel produit, on est sûr que ça va vous donner tous des cancers. La science n'est pas capable nécessairement, au jour d'aujourd'hui, de catégoriser les produits de manière très très nette entre celui-là est complètement toxique et celui-là est totalement innocent. On est plutôt dans les nuances de gris la plupart du temps. Et la difficulté pour nous, c'est de dire ça penche vers le foncé ou vers le clair et à partir de quel moment on va commencer à décider.
Enfin, il n'y a rien de blanc-bleu non plus, visiblement. Isabelle, on sent dans le livre, et moi ça m'a personnellement beaucoup impacté, un réel malaise quand vous évoquez la condition animale. Et je pense notamment aux porcs, aux poules, aux poulets. Quelle serait la solution selon vous pour arriver à nourrir, continuer à nourrir autant d'individus, parce qu'on en a besoin de ces poules, poulets, porcs, œufs. Comment on fait si on décide de stopper l'élevage intensif? Parce que ce que vous décrivez est proprement insupportable pour les animaux. Pour voir les images, regardez les vidéos de L214. Bien sûr. Alors, comment on fait? D'abord, à mon avis, on commence par réduire drastiquement l'apport de protéines animales dans notre alimentation. La viande, ça devra et ça finira probablement par redevenir un aliment de fête. Mais si on continue à consommer 50 kilos de viande par Français et par an, ce qui est tout de même colossal, on n'arrivera pas à se passer d'élevage intensif. De ces élevages où on a 15 000 porcs, 25 000 poulets, 90, 100, 120, voire 1000 vaches. Donc la première chose à faire, c'est réduire énormément la quantité de viande que nous consommons. La deuxième chose, c'est probablement d'aller l'acheter aux producteurs. Si on peut, en circuit court. C'est plus court. À la fin de l'enquête, j'avais coutume de dire désormais, je ne mange plus de viande issue d'animaux dont je connais le prénom. Je pense que voilà, c'est une manière d'abord d'en manger beaucoup moins, de la payer sans doute un peu plus cher, mais d'en manger beaucoup moins, et de manger de la viande dont on est sûr que les animaux ont vécu une vie acceptable. Alors justement, à propos de vie acceptable, racontez-nous un petit peu, au vu de votre enquête, ce que vous avez constaté sur les conditions actuelles de l'élevage des poules. Les poules pondeuses. Alors, les poules pondeuses. Je pense un grand moment dans le livre. Aujourd'hui, les poules pondeuses, à l'heure où je vous parle, elles sont 50 millions en France, dans des élevages. Elles sont toutes issues d'une race de pondeuses. Ce n'est pas une race pour en faire des poulets du dimanche. C'est une race de poules qui sont hautes sur pattes, très décharnées, mais qui sont des pondeuses de compétition. Elles pondent aujourd'hui 12 mois sur 12, ce qui n'existe pas dans la nature, puisqu'elles s'arrêtent de pondre l'hiver en principe. Elles pondent parce qu'elles vivent sous lumière artificielle en permanence. Donc il n'y a pas de réduction d'heures de jour, et donc il n'y a pas de saison. Et elles pondent pendant 1 an. Alors pour obtenir ces 50 millions de petites poules, on les appelle les poulettes, qui vont arriver chaque année, c'est métronomique, dans les élevages, on est d'abord obligé de faire éclore 100 millions d'œufs. Puisque la nature étant ainsi faite, on a en général un mâle pour une femelle. Sauf que quand on a 50 millions de mâles de race pondeuse, ça ne sert à rien. Et comme en plus c'est une race qui n'a pas beaucoup de chair, ça ne sert vraiment à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? À l'éclosion des œufs, au moment où les poussins naissent, on broie chaque année 50 millions de poussins mâles en France, où on les gaze. Donc on se débarrasse de 50 millions de poussins tous les ans. Alors notre poulette, elle arrive donc dans son élevage, elle va être... Une fois sur 2, il y a encore plus de 50% de poules pondeuses en cage aujourd'hui. Donc, elle va être mise avec ses congénères dans une cage. Elle va bénéficier d'une surface vitale d'une feuille A4. Là-dedans, elle ne pourra ni marcher, ni se relever, ni ouvrir ses ailes, évidemment. Les poules sont donc confinées les unes contre les autres. Un tapis roulant leur apporte de la nourriture. Une nourriture qui est une nourriture de précision, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on leur donne, à la calorie près, pour que la production soit optimale, mais qu'elle ne dépasse pas le strict nécessaire, parce qu'après ça coûte trop cher à l'éleveur. Et à l'extérieur des cages, on a un tapis roulant qui sort les fientes et les œufs. Et donc la poule, elle va vivre pendant 1 an, elle va pondre beaucoup, tous les jours, et au bout d'1 an, elle a peu de chances d'être indemne. C'est-à-dire que la promiscuité est telle que les poules se battent et que là, il n'y a pas d'échappatoire. Vous êtes dans une cage. Si une poule a décidé de se déchaîner, elle va tuer toutes les autres.
Comme nos élevages sont des élevages, c'est des hangars gigantesques avec plusieurs étages, hein, parfois ça monte à plusieurs mètres. L'opérateur qui vient voir monte pas forcément, fait pas toutes les cages, elles restent dans l'ombre une fois que, enfin elles sont soit sous lumière électrique, soit dans le noir, mais quoi qu'il en soit, les poules n'ayant jamais vu d'humain ou très peu, elles sont terrifiées dès qu'on approche, donc on évite d'y aller trop. Résultat des courses, quand il y a des cadavres, en général ils restent. On lave les cages une fois par an. Quand on sort les poules pondeuses pour les envoyer à la réforme, c'est-à-dire à l'abattoir. Et donc on sort... bon, c'est indescriptible, c'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent et qui les attrapent. Et comme elles ont mis tout leur calcium dans les œufs, elles sont d'une grande fragilité. Donc vous attrapez une aile, évidemment, elles sont blessées d'une manière épouvantable. Ça n'a aucune importance. À l'issue de leur année de ponte, elles n'ont plus aucune valeur. Donc, elles sont ramassées brutalement et elles sont envoyées à l'abattoir, dans des abattoirs spéciaux, parce qu'en fait, comme ces poules sont relativement peu nombreuses, en tout cas, elles arrivent une fois par an, il faut les envoyer parfois à 200, 300, 400 km de l'élevage pour les abattre. Donc, elles passent des heures et des heures dans des camions. Et quand elles arrivent, elles sont abattues. La grande majorité est congelée et envoyée au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient. Le reste fourre les raviolis, finit dans les paellas et sert pour la pet food, pour la nourriture pour les animaux. Donc ça, c'est la vie d'une poule pondeuse qui a eu la bonne idée de naître femelle et qui a donc survécu à la destruction massive sur les mâles. Et donc, au bout d'un an, elles sont remplacées par des poules qui viennent prendre leur place dans les cages et qui vont se mettre à pondre de la même manière. Voilà, donc ça c'est pour les poules pondeuses. Je peux enchaîner direct sur les poulets de chair. Alors les poulets de chair, ce sont d'autres races, il y en a 3 à peu près. On mange à peu près toutes les mêmes poules. Hein. Il n'y a pas de biodiversité dans le poulet en France aujourd'hui. On en produit 800 millions par an en France. On mange quand même essentiellement du poulet français, sauf pour les poulets très bas de gamme qui viennent d'Allemagne ou de Belgique. Et donc là, on a à nouveau des hangars avec des poulets au sol, 15 000. Et alors, les ingénieurs de l'INRA ont été absolument incroyables. Ils ont réussi à nous créer des races de poules, ce qu'on appelle des poulets de chair. On a un poussin qui sort de sa coquille, il pèse 50 grammes. 32 jours plus tard, il pèse 1,5 kg. Alors qu'il fallait autrefois, je crois, 5 mois. 5 mois pour obtenir pour avoir ce résultat. Un poulet de combien de kilos, Isabelle? 1,5 kg. C'est le poids moyen entre 1,5 kg et 2 kg. Donc aujourd'hui, en 32 jours, on est capable de ça. Ils sont évidemment extrêmement voraces, ce qui fait que là encore, il y a des courses folles pour aller vers les mangeoires quand la nourriture arrive et qu'il y en a plein qui restent sur le carreau. De toute façon, ils sont extrêmement faibles. Il faut beaucoup leur donner d'antibiotiques pour qu'ils restent debout jusqu'au bout de 32 jours. Quand même, pour arriver à peu près indemne. Parce qu'un poulet que vous achetez, il faut qu'il ait ses 2 ailes, ses 2 cuisses. Pensez-y demain, dimanche, au moment du poulet. Bon appétit. Pardon ? Oui, parce qu'en fait, ils sont tellement jeunes quand on les tue qu'on ne voit pas les différences. Donc on mélange les mâles et les femelles dans les élevages. Grosso modo, ça revient au même. Quand on est capable de les identifier, on laisse les poulets mâles manger une semaine de plus. Et ça permet des découpes, en fait. Ça permet d'avoir des grosses cuisses à la découpe, des gros blancs, etc. Oui. Alors, attendez. Monsieur d'abord, peut-être, je ne sais pas. Oui, pardon. Oui. Écoutez, de mémoire, elles sont mises à la ponte à 18 semaines. Et elles pondent 1 an. Et elles sont tuées. Et elles finissent en potage. Vous voulez dire que les poulets qu'on mange, ils ont 32 jours ? Les poulets non bio-conventionnels, ni label rouge, etc., ils ont 32 jours, ce sont des poussins. Et donc, ils ont en fait d'énormes problèmes de croissance. Ils poussent trop vite, donc ils tiennent pas debout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a réussi en fait à créer des races de poulets de chair qui ont vocation à mourir avant 60 jours. S'ils dépassent 2 mois d'existence, ils deviennent obèses. Et donc, ils ne peuvent plus se déplacer. Et donc, ce sont des races qui ne sont faites que pour ça. Si on les laisse, si vous récupérez une poule qui aurait échappé à l'abattage, qui vient d'un élevage industriel, soit elle aura faim tout le temps, et si vous la nourrissez comme elle le veut, elle devient obèse au bout de 2 mois. Donc, ils n'ont pas de vie possible au-delà de ces 2 mois. Il faut savoir qu'une poule vit naturellement 8, 9, 10 ans sans problème. Madame, une question ? Le poulet industriel, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui échappe à ça, c'est tout ce qui est labellisé. Donc c'est très simple, tout ce qui n'est pas labellisé,
c'est du conventionnel. Ça vient de ces élevages-là. Le pire étant quand même dans cette filière, les 7 millions de reproducteurs qui sont dans la filière avicole c'est le plus pointu en fait. Ce sont les exploitants les plus techniquement au point. En fait, ce sont des gens qui sont capables de maintenir en vie des poulets qui sont donc destinés génétiquement à vivre 2 mois. Et en fait, ces éleveurs, pour avoir des reproducteurs qui pondent, enfin qui permettent aux poules de pondre les œufs qui tous les 32 jours vont venir succéder aux précédents, sont maintenus en vie pendant 1 an dans des hangars spécialisés. Et en fait, on les affame pour qu'ils se reproduisent. Et donc, ils vivent 1 an. Et ceux-là, en fait, ils sont les géniteurs de nos poulets de chair. Puisque tous les 32 jours dans les élevages, on enlève les poulets de chair qui ont atteint le poids requis, 1,5 kg, on les envoie à l'abattoir, on les remplace immédiatement par une nouvelle génération de poulets qui vont eux-mêmes grossir en 32 jours. Et donc, d'où viennent ces poussins qui vont en 32 jours devenir des poulets, de géniteurs qui ne sont voués qu'à produire ces bébés. À la reproduction uniquement. À la reproduction de la filière. Ils sont 7 millions et ils vivent... en fait, les éleveurs les nourrissent 1 jour sur 2. Donc c'est en fait une agressivité monstrueuse dans ces élevages. Voilà, on les maintient en vie coûte que coûte pour qu'ils continuent à se reproduire, à copuler, à faire des œufs, à faire des poussins, etc., etc. Et donc, pour que ce soit rentable, il faut qu'ils tiennent 1 an. Monsieur, une question? Bon, les œufs, pour qu'ils produisent un poulet, un poussin. Alors, La poule doit être cochée, non? non, les poules font des œufs, même sans coque. Les poules font des œufs qui ne peuvent pas faire de poussins, même sans coque. Quand le coq est dans la basse-cour, les œufs vont donner des poussins. Si vous mettez un coq dans votre basse-cour, vous aurez que des œufs qui vont donner des poussins. Si vous voulez des œufs quand même et que vous n'avez pas de coque, vous laissez juste les poules pondre. Pour reproduire des poules. Les pondeuses? Il faut que les œufs Soient fertiles, oui. Mais voilà, on a donc des reproducteurs, on en a en moyenne 7 millions en France. Ah oui, bien sûr, c'est des couveuses industrielles, bien sûr. Ils sont mis sous la chaleur et puis on attend qu'ils éclosent. En plus, on arrive à se débrouiller grosso modo pour avoir des lots. Ça, c'est un grand classique dans les filières d'élevage. Il faut 21 jours. C'est ça. C'est ça. Ah non, ces temps-là n'ont pas changé. Mais le modèle agricole, en matière d'élevage, c'est obtenir des lots. En clair, il faut que tout le monde naisse le même jour, que tout le monde soit sevré le même jour, que tout le monde change d'enclos le même jour et que tout le monde parte à l'abattoir le même jour. Oui, il y a un cahier des charges. C'est un process industriel. Voilà. Bien Ce qui sûr. explique que, par exemple, une truie aujourd'hui, qui est une truie qui va faire des petits cochons dans un élevage, elle est inséminée avec toutes ses congénères le même jour. Elle va suivre la même gestation. On va lui mettre des hormones pour qu'elle mette bas le même jour. Donc, en fait, les opérateurs passent de l'une à l'autre et on sort les porcelets les uns derrière les autres. Vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, les truies peuvent faire jusqu'à 15, 16, voire 17 porcelets. Quand il y a 10 ans, elles en faisaient 13 ou 14. Et qu'elles ont les mamelles, pas complètement suffisantes, mais elles ont plus de mamelles depuis 10 ans. Et donc, l'idée, c'est que absolument tout tout rentre dans le process de production. Donc, une truie, elle met bas, elle allaite pendant 21 jours ses bébés, on enlève les porcelets qui vont être sevrés, et au bout de 6 jours, elle est inséminée, donc elle se remet en gestation. C'est 3 mois, 3 semaines, 3 jours, elle a une gestation de truie, donc elle met bas, elle allaite pendant 21 jours, elle attend 5 jours, elle est réinséminée, et elle repart en gestation. Et pour les vaches, c'est la même chose. Une vache ne fait de lait que si elle a un veau. Donc, on prend une génisse, on l'insémine. Une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore mis bas. On l'insémine, elle a un veau donc en gestation, elle met bas et elle commence sa production de lait. On lui retire son veau au bout de 24 ou 48 heures et elle continue à produire du lait. Au bout d'1 mois, on la réinsémine. Donc, elle se met à porter un veau tout en fabriquant du lait.
Un mois avant la mise bas du veau, on tarit la lactation. Pendant un mois, donc, elle termine de faire son veau. Elle fait son veau. Elle redémarre sa lactation dès qu'elle a mis bas. On récupère le veau au bout de 48 heures. Elle fait du lait. Et au bout d'un mois, on la réinsémine. Combien de gestations en tout à l'échelle d'une vie? 4. Pour une truie? Pour une truie et pour une vache, c'est pareil d'ailleurs. 4. Et ensuite, elles partent à la réforme. Alors, elles peuvent partir plus tôt si les inséminations ne marchent plus. Robert, un mot. Elles- Sur le plan sanitaire, en fait, la question qui se pose quand on entend ça, c'est bon, tout ça est fait pour produire beaucoup de viande, au fond. Et la question est, est-ce que c'est important dans nos pays, hein, je ne parle pas dans des pays où il y a vraiment un manque nutritionnel, mais dans nos pays, est-ce que c'est bien d'avoir autant de viande et de consommer autant de viande? Je parle d'un point de vue sanitaire, au-delà de l'aspect humanitaire ou du bien-être animal. Eh bien, la réponse est non. Enfin, c'est assez clair que l'excès de viande et de charcuterie, maintenant, même le Centre international de recherche sur le cancer classe la charcuterie comme cancérigène, certains au-delà d'une certaine quantité, et la viande comme cancérigène probable. Et ça, c'est des choses étudiées, connues depuis pas mal de temps, notamment pour le cancer du côlon. Il est très associé à une consommation riche en charcuterie et en viande. Je ne parle pas d'une... Oui, vous en avez en parlé tout à l'heure. Donc, je ne parle pas d'une consommation, disons, relativement modérée. Je parle vraiment quand... mais on est souvent au-delà de ces chiffres parce qu'on a pris l'habitude de consommer beaucoup ces choses-là. Donc, réduire la consommation de viande et de charcuterie est bien pour ces raisons-là d'élevage et voilà. Et c'est bien aussi pour des raisons sanitaires propres, hein, je veux dire. Donc, il faut en avoir conscience. Alors, quand on lit... Ah, pardon, une question, madame, je vous en prie. Alors, je pense que nos deux experts vont se faire un plaisir de vous répondre. Isabelle ? Il faut quand même rappeler que il y a très très peu d'élevages alternatifs de porc en France. Très très peu. Il y a quelques élevages bio, quelques élevages label rouge. On pense que pour le porc, il y a 98% du porc que nous consommons qui est du porc français. Le label étant porc français, mais il est issu de ces élevages-là. Tout ce que vous mangez. Je voudrais juste vous dire, pour l'anecdote, que la truie qui a fait ses portées les unes derrière les autres, quand elle part à la réforme, elle est tellement exsangue, elle devient un produit ultra transformé. Et en fait, c'est elle qui nous régale de saucissons secs. La majorité des truies de réforme terminent en saucissons secs. Robert ? Donc, bien sûr, la qualité compte énormément, hein, vous avez tout à fait raison. La qualité nutritionnelle, donc là, par exemple, plus une viande est grasse, plus elle va... Bon, sur le plan nutritionnel, moins ça va être bon. Les graisses animales, c'est quand même pas terrible d'en consommer beaucoup. Évidemment, mais ce n'est pas uniquement ça. Hein. Même la viande bonne, et si on en consomme trop, c'est pas terrible. Façon, mais oui. si en plus on consomme trop d'une viande grasse, avec des qualités nutritionnelles faibles, moins de tout ce qu'on peut avoir dans une viande, évidemment, c'est moins bien. Et dans le gras des viandes, il y a aussi toute une série de polluants qui viennent se loger là. Donc, il y a de bonnes raisons de ne pas manger une viande trop grasse. D'une part, parce que ça fait beaucoup de gras sur le plan nutritionnel, mais parce que tout ce qui est gras contient des polluants. On a parlé des PCB tout à l'heure, de certains pesticides. Ils viennent se loger là, et donc vous en consommez plus. Donc, il y a une modération là-dessus et quelque chose de positif sur le plan sanitaire. Alors justement, quand on lit votre livre, on se dit qu'il n'y a même plus à discuter la question du bio ou du pas bio. Pour autant, est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui, et je m'adresse vraiment à vous deux, de la filière bio française et aussi internationale? Qu'est-ce qu'en dit le toxicologue d'abord? Non, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. A priori, la filière bio, ça va contenir moins de ces composés. Certains passent quand même parce qu'il y en a dans la nature, il y en a un peu partout. Mais a priori, on gagne, et ça a été vraiment prouvé assez clairement. Mais ça dépend de quoi. Par exemple, il y a eu une histoire dans les journaux il y a quelque temps sur le saumon bio. Et on en Vous en fait parlez, allusion hein. un peu. C'est vrai que le saumon bio... il est curieusement, pour certains polluants, plus riche dans ces polluants que le saumon industriel, disons, élevé. Pourquoi ? Parce que comme il est bio, on va lui donner une nourriture naturelle, c'est-à-dire à base de poisson.
Et les poissons sont contaminés, parce que comme tout est un peu contaminé, on lui donne une nourriture naturelle qui est contaminée, du coup, même le bio du coup, est contaminé, alors que celui qui est nourri de croquettes, qui est nourri d'autres choses un peu plus contrôlées, où il n'y a pas les mêmes, pour certains polluants, il y en aura moins. Donc il y aura peut-être d'autres polluants qui vont retrouver, mais pour certains polluants, il y en aura moins. Donc c'est un peu paradoxal. Et ça veut dire il est urgent de nettoyer un peu notre environnement pour que même les choses naturelles soient finalement définitivement naturelles. Bah oui, définitivement naturelles. En bien fait, sûr. c'est le vrai problème. Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose justement sur cette Oui. filière bio? Je vous conseille de passer à la truite. Pour l'instant. Fumée. Ah vraiment. Pour Non, l'instant. je pense que le saumon. D'ailleurs, c'est très drôle quand on interroge les chercheurs. La plupart vous disent qu'ils n'en mangent plus. Que le saumon, en fait, si le seul saumon qu'on peut imaginer à peu près propre, quoique, c'est le saumon sauvage pêché au large du Chili. Qui coûte 1,5 bras. Au moins, voire les deux. Donc il vaut mieux passer à la truite fumée. Chili. Au large du Chili. Bon, la recommandation de l'ANSES, c'est un poisson gras par semaine et un poisson maigre par semaine. C'est ça voilà, c'est ce qui est recommandé. Et puis voilà. Sauf aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. Les poissons, c'est quand même utile. Enfin, il ne faut pas non plus attaquer les poissons en général parce que c'est utile. Sur le plan nutritionnel, c'est quelque chose de très bien. Donc il ne faut pas non plus exclure tout. Et le poisson gras contient aussi des oméga 3 et toute une série de vitamines qui ne sont pas contenues dans les poissons maigres. Donc il y a un intérêt à le consommer, mais il ne faut pas en consommer trop parce qu'il est aussi plus pollué. Bon, la sardine en boîte, ça va. Mais il est même déconseillé aux enfants. Hein. Et même l'ANSES le dit, on ne donne pas de poisson gras aux enfants, enfin on ne donne pas de saumon aux enfants. Madame, vous aviez une question? Oui. Ça, j'avoue que je ne sais pas trop. Enfin, je ne veux pas vous recommander quelque chose que je ne connais pas. C'est en début de chaîne. Selon les marques et selon l'origine, ça, je serais incapable, moi, de vous dire. Tout ce qui est effectivement sardines, harengs, etc., c'est en fait des poissons qui restent très bien, qui sont moins plombés que les autres et qui sont en bout de chaîne. En fait, le problème du saumon, c'est que quand il a vécu sa vie de saumon, il a mangé des poissons un peu plus petits que lui. Donc oui, ça reste des poissons plutôt à consommer. Y a-t-il d'autres questions à ce stade, monsieur? Oui, pour vos bêtes là, qui sont réformées, avant de les diriger à l'abattoir, elles sont à nouveau engraissées, soignées avant de... Les vaches, oui, les truies, non. Les vaches, oui, sont engraissées vite fait au maïs pendant quelques semaines pour leur remettre un peu... Parce que là, on parle des laitières, en fait, des laitières de réforme. On a des laitières en France, à peu près la moitié ou le tiers part chaque année à la réforme, parce que justement, les inséminations ne marchent plus. Donc, si l'insémination ne marche plus, elle ne fera plus de veau. Donc, si elle ne fait plus de veau, elle ne fera plus de lait. Donc, elle ne sert plus à rien. Donc, elle part à l'abattoir. Il faut savoir qu'en France, on mange à peu près la moitié de ce qu'on appelle des vaches à viande, c'est-à-dire celles qu'on voit dans les prés, qui n'ont pas des mamelles pleines de lait, qui parfois gardent leur veau d'ailleurs, souvent nettement plus longtemps, qui mangent de l'herbe et qui sont vouées à atterrir chez le boucher plutôt, la viande haut de gamme plutôt, les morceaux nobles, etc. Ça, ce sont les vaches à viande. Elles ne nous suffisent pas. Pour faire nos steaks hachés de hamburger ou de supermarché, il nous faut plus de viande. Et donc, en fait, c'est les vaches laitières qui sont réformées et qui sont envoyées à l'abattoir qui deviennent la viande que nous mangeons. Donc, il y a à peu près 1,5 million de vaches qui, tous les ans, quittent les élevages laitiers et vont garnir nos supermarchés. Ce sont des laitières. Et celles-là, pour que la viande qui en sort ait quand même un peu d'allure, on les engraisse quelques semaines au maïs pur, c'est-à-dire c'est du sucre, avant de les envoyer à l'abattoir. Oui, je voulais ajouter, j'ai de nombreuses fois visité le salon agricole. Alors, les bêtes sont belles, elles sont propres, elles sont énormes, et pratiquement elles ne peuvent pas bouger, elles sont obèses. Alors, plusieurs fois, je l'ai dit à des fermiers, elles ont des prix, plus elles sont énormes, plus elles sont primées. Ils disaient, oui, c'est comme ça, mais elles ne bougent pas. Ah, ça, c'est une constante dans tous les élevages. Les animaux ne bougent pas. C'est pour ça qu'on les met, qu'on les concentre autant. En fait, c'est pas seulement pour augmenter la productivité, c'est parce que un poulet, une poule dans un hangar de 25 000 collée à ses congénères avec une toute petite surface vitale va faire tellement peu de mouvements que toute la nourriture qu'il va absorber va lui servir à grandir et à grossir. L'objectif, c'est qu'aucune calorie ne se perde.
Le premier poste d'un éleveur, c'est la nourriture pour les animaux. Donc, il ne faut surtout pas que la nourriture qu'on donne aux animaux leur serve à autre chose qu'à grossir. Pour ça, le seul moyen qu'on a trouvé, ça marche pour tout, c'est de l'empêcher de bouger. Donc, l'idée, c'est que moins les truies bougent, moins les porcs bougent, moins les poules bougent, plus elles grossissent vite. Donc, oui. On les voit avec des pieds énormes, elles peuvent même à peine marcher. Quand ils les déplacent d'un endroit à l'autre, au salon agricole pour aller devant le jury, il faut presque les pousser. Remarquez cela, peut-être vous aussi. Oui, oui, absolument. Je crois qu'il y a une autre question, madame. Je vous en prie. Oui, oui, ça s'améliore. Il y a les classes 2. Vous voulez faire allusion Voilà. aux différentes C'est-à-dire classes 2. les- Isabelle, vous pouvez nous réexpliquer les différentes classes 2? Oui. Alors, il y a toujours un numéro Et la imprimé vie des sur la poules. coquille de l'œuf que vous achetez. 0, c'est bio. 1, c'est élevage à l'extérieur. 2, c'est élevage au sol. 3, c'est élevage en cage. Bien sûr, on est de plus en plus, en France, mais pas seulement, en Allemagne, dans tous les pays européens, attentifs au sort des poules pondeuses. Et donc, nous achetons de moins en moins d'œufs issus de poules en cage. C'est vrai. Il y a juste une chose qu'il faut savoir, c'est que nous mangeons tous en moyenne 4 œufs par semaine. Sauf que nous n'en achetons que 2. Nous mangeons entre 40 et 50% de ce qu'on appelle les œufs cachés. Les ovoproduits. C'est-à-dire des œufs qui sont dans la viennoiserie, dans les biscuits, dans les plats cuisinés, dans tout ce qu'on achète et qui est transformé. C'est la moitié de notre consommation. Et là, je pense que c'est du 100% œufs de poule en cage. Donc, quoi qu'on fasse, même si on achète des œufs bio, on mange pour moitié des œufs issus de poules en cage qui sont cachés dans les aliments transformés qu'on consomme. Alors, Robert, je m'adresse à vous maintenant parce que dans votre livre, vous évoquez des dangers phytosanitaires pour les adultes, entre toutes ces substances chimiques. Mais qu'en est-il de l'exposition chez le fœtus? Est-ce que cette toxicité est source de maladies nouvelles? Non, donc, tout ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc on connaît beaucoup mieux ces questions-là, et notamment s'agissant de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Oui. Et beaucoup de pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Vous pouvez rappeler brièvement pour Voilà, le public ce que sont exactement les perturbateurs endocriniens et où les trouve-t-on? Oui, alors les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui vont disons, altérer le système hormonal de l'organisme. Le système hormonal, c'est par exemple les oestrogènes pour la femme, les androgènes chez l'homme, les hormones thyroïdiennes. Et le système hormonal, au fond, sa fonction, elle est très simple, c'est la communication entre les différents organes, c'est-à-dire entre disons, l'intestin et le cerveau, ou le cerveau et les ovaires, etc. C'est un système de communication. Et perturber ce système, c'est un peu comme des cyberattaques à bas bruit qui ont lieu de temps en temps, comme ça, qui modifient les communications. Donc ça atteint toute une série de fonctions, et on pense que cette modification-là est à l'origine d'un certain nombre de maladies chroniques. On ne parle pas d'effets immédiats. Si vous avez un perturbateur endocrinien que vous consommez, vous n'êtes pas malade tout de suite. On ne parle pas de ça. On parle d'une consommation qui, sur le long terme, va augmenter le risque de maladies métaboliques, de certains cancers, de maladies neurologiques, etc. Donc, et sur ce très long terme. Et parmi les choses qu'on a apprises récemment en toxicologie, c'est que la substance compte, bien sûr, la quantité de substances qui viennent touche compte, mais surtout ce qui compte, c'est l'état de la cible, c'est-à-dire nous, et surtout l'état du développement de la cible. Quand on est un fœtus en train de se développer, c'est une période de vulnérabilité particulière où clairement on est beaucoup plus sensible aux effets de certaines substances que quand on est adulte ou qu'on est plus âgé. Et là, il y a pas mal de choses qu'on a apprises, notamment sur ces perturbateurs endocriniens. Donc, il s'agit beaucoup de pesticides, différents types de passent pesticides. tous la barrière placentaire, donc. Pas tous, Non, pas certains. Tous. Donc, on sait, voilà, mais comme il y en a un certain nombre qui passent, donc ils sont un peu en moindre concentration chez le fœtus, mais ils y arrivent quand même, si l'exposition est importante. Il y a aussi tout ce qu'on appelle des plastifiants, comme ce qu'on appelle le bisphénol A. Vous avez entendu parler sans doute du bisphénol A, des phtalates, qui sont un autre type de plastifiant. Il y a beaucoup de produits quasiment qu'on a tous les jours. Si vous avez un ordinateur,
on y met des retardateurs de flammes. Ce sont des substances qui vont empêcher l'ordinateur de prendre feu. Ça chauffe un ordinateur. Hein, bon. Et les Américains ont trouvé ça tellement bien qu'ils mettaient ça dans les matelas de bébé à un moment, parce qu'il ne faut pas que le matelas de bébé prenne feu. Bon, maintenant, depuis, on sait que ce n'est pas si innocent que ça, ces substances, et donc on a un peu interdit ce type de pratique. On les trouve quand vous achetez une Tefal, la raison pour laquelle les Tefal, donc ça n'attache pas, c'est qu'il y a une substance autour qu'on appelle une substance perfluorée. On en trouve un tout petit peu partout, en faible quantité. A priori, de ce qu'on sait, beaucoup ne vont pas avoir un effet, disons, majeur, mais on n'en sait rien et on ne sait pas si... On commence à savoir, d'ailleurs, il faut dire, que pour le fœtus, donc pendant la grossesse, il y a une sensibilité particulière et donc c'est pour ça qu'on a des recommandations un peu particulières pendant la grossesse d'éviter un certain nombre de substances. Donc il faut, voilà, c'est une période très particulière. La toute petite enfance est une autre période, bon, juste après la naissance, là aussi, parce que par exemple, beaucoup d'organes s'installent chez le fœtus, mais chez le petit enfant, il y a le cerveau qui se développe. Et donc là, ce qui nous fait un tout petit peu peur aussi, c'est des substances qui vont affecter le développement dit cognitif, c'est-à-dire est-ce que les enfants vont avoir une hyperactivité, un manque d'attention, ce genre de symptômes. Il y a quelques arguments dans la littérature pour certains pesticides, par exemple, ou même plus récemment pour les plastifiants. Donc c'est des périodes de grande vulnérabilité. Il faut faire particulièrement, je dirais, attention à ces périodes-là. Alors Isabelle Brockman, vous nous avez magnifiquement décrit la filière de la poule et de l'œuf, ou de l'œuf ou de la poule, hein, c'est selon. Il y a une filière, moi personnellement, qui m'a beaucoup étonnée parce que je n'imaginais pas du tout, mais alors pas du tout, que la filière de la pomme de terre pouvait être aussi riche en surprises, et je dirais mauvaise surprise. Par exemple, alors je livre l'info, les plants de pommes de terre sont arrosés de pétrole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, Isabelle, ce que vous avez découvert au fil de votre enquête sur la pomme de terre ? Et je pense que Parmentier doit se retourner dans sa tombe. Hein. Alors, les pommes de terre, nous en consommons 50 kilos par an, essentiellement sous forme de frites, mais pas seulement. Elles poussent très bien au nord de la Loire, elles aiment les terres lourdes et l'humidité. La pomme de terre, comme vous le savez peut-être, ne se plante pas sous forme de graines, mais sous forme de plants. On plante une mini pomme de terre qui, en grossissant, va faire une grappe de pommes de terre. Et donc, nos producteurs de pommes de terre plantent chaque année, en mars à peu près, des mini pommes de terre dans leurs champs et récoltent en fin d'été leurs pommes de terre prêtes à manger. Pour obtenir ces plants, ma première surprise, alors celle-là, elle n'a pas une incidence directe sur notre alimentation, mais elle est parfaitement représentative de la manière dont l'agriculture s'est conformée à un modèle vraiment industriel. Quand on veut mettre en œuvre, en place, quand on veut commercialiser une nouvelle race de pommes de terre, et il y en a tous les ans, ça commence dans le laboratoire, évidemment, d'un généticien de l'INRA. Et donc, quand on a eu le plan qui va bien, avant de le commercialiser, il faut le multiplier. Donc, on a des multiplicateurs. Et on a ça dans toutes les filières. Pour le tester, vous voulez dire. Une fois qu'on l'a testé et qu'on est content, on a 50 plants, 150 plants, 500 plants. Mais 500 plants, vous ne pouvez pas les mettre sur le marché. Il va vous en falloir 50 000, ou 100 000, ou 150 000, pour que les exploitants qui font de la pomme de terre vous achètent vos plants. Donc, comment faire pour passer des plants qui vont bien à un volume et à une échelle qui permet de les commercialiser? Il faut en moyenne 10 ans. En fait, il y a une multiplication de 1 à 10 chaque année. Donc, la première année, on multiplie sous serre. La deuxième année, on multiplie sous serre. Au bout de 3 ans, pour avoir une multiplication dans l'année, on va les mettre en terre chez des exploitants spécialisés dans la multiplication des plants de patates. Et une fois qu'on les met en terre, on sait qu'on a 200 pathogènes qui attendent tapis dans la nature pour s'attaquer à nos pommes de terre parce qu'ils adorent les pommes de terre. Donc comment va-t-on ? Donc on multiplie évidemment les pulvérisations d'insecticides, d'herbicides, etc. Mais il reste un parasite qui a la mauvaise idée de venir... Je ne sais pas si vous avez déjà vu un plant de pommes de terre, vous avez une tige avec des feuilles, ça ressemble un peu à un plant de tomate. Et ce parasite vient, il se met sur une feuille, il perce la feuille et il pond dedans. Ça ne se voit pas tout de suite, mais le plant est malade. Et si vous le multipliez pour l'année d'après, vous n'allez avoir que des plants malades. Et donc, les producteurs de pommes de terre, de plants de pommes de terre, ont trouvé une technique absolument imparable pour empêcher l'insecte de pondre dans la feuille.
il pulvérise toutes les semaines de l'huile minérale. L'huile minérale, c'est un nom pudique pour dire pétrole. Et donc, il pulvérise pendant toute la saison, toutes les semaines, du pétrole en fines gouttelettes sur la végétation du plant de manière à le recouvrir d'un truc gluant qui empêche les insectes de se poser dessus. Alors là, bon, j'ai eu des gens qui m'ont dit « mais non, c'est 2-3 fois dans la saison, c'est pas souvent, etc. » Donc, je suis allée voir le fabricant. Le premier puis le deuxième, et j'ai trouvé le même mode d'emploi. Il faut absolument pulvériser 1 à 2 fois par semaine, sinon ça annule l'effet protecteur. Donc voilà. Donc aucun producteur de pommes de terre ne m'a confirmé qu'ils en mettaient bien toutes les semaines. Mais c'est impossible de faire autrement. Et on le sait. Alors ça, c'est pour les plants. Une fois qu'on a réussi à démultiplier année après année nos plants, on arrive à des quantités suffisantes pour les mettre sur le marché. Là, nous allons avoir des producteurs de pommes de terre qui vont acheter ces plants et les mettre dans leur champ. Avant de les mettre, il faut nettoyer. Donc, on passe du désherbant à haute dose pour laisser une terre presque morte, mais en tout cas sans herbe. On met les plants en terre et très vite, on fait comme pour les pommes, comme pour le blé, on vaporise, on asperge toutes les semaines, sans arrêt. On met des fongicides. Parce que les pommes de terre, dans un sol lourd, avec du froid et de l'humidité, ça développe des champignons. On met des pesticides, parce qu'on continue à avoir 200 pathogènes qui attendent de venir ravager nos cultures. On met des herbicides. On considère qu'en fait, les pommes, vous connaissez peut-être le chiffre clé de la pomme, du fruit, en France, hein, c'est 36 manipulations chimiques par pomme. Pour obtenir une pomme de table, il y a 36 étapes chimiques à suivre. Eh bien, les pommes de terre, c'est la même chose. C'est moins connu, mais c'est pareil. Donc, on traite, et quand on a à la fin une récolte à faire, on traite une dernière fois, une avant-dernière fois. Une dernière fois, on traite avec un herbicide extrêmement puissant qui va brûler toute la tige et toutes les feuilles. L'idée étant que quand la machine qui ramasse les patates arrive, elle ne prenne que les tubercules. Donc on passe un herbicide 1 fois, 2 fois, 3 fois quand c'est vraiment trop coriace. On laisse les pommes de terre dans ce bain-là pendant 15 jours pour qu'elles se stabilisent. Et on en passe encore un juste avant la récolte, qui là n'est pas lié à la production de pommes de terre, mais qui est lié à sa conservation. On va mettre un dernier produit qui va garantir que les patates se conservent sans problème. Antigerminatif, c'est ça? Alors, l'antigerminatif qu'on va mettre 1 fois dans les champs et ensuite qu'on va remettre dans les entrepôts. Le problème des pommes de terre, c'est que par nature, elles germent. Et que personne ne veut de patates germées dans son placard. Donc, il faut absolument obliger la pomme de terre à rester en dormance 1 an si possible. Pour ça, on balance de l'antigerminatif dans les champs avant la récolte et on en remet dans les entrepôts de stockage pour s'assurer que les pommes de terre seront exactement les mêmes le jour de la récolte et 8 mois plus tard. Robert Barouki, le mot l'œil du toxicologue, comme vous le dites souvent dans le livre. Oui, on en revient au cocktail. Enfin, la description, elle est parfaite. Ça ne veut pas dire que, évidemment, chaque fois qu'on met une substance, elle ne va pas persister aux mêmes quantités. Hein. Évidemment, elle va se dégrader, mais il reste des tout petits résidus à la fin. Donc, dans le produit final, il y a des résidus de l'histoire en fait des traitements qui sont très très bas. Et on peut trouver des arguments toxicologiques pour dire que en fait c'est quasiment rien, c'est en dessous de tous les seuils et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour reprendre ce qu'on a mis là, donc, ce que disait de Vos, donc rien c'est rien, 2 fois rien, c'est toujours pas grand-chose. Mais alors 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Et en fait, c'est exactement ça notre problème, c'est que qu'est-ce que ça devient des mélanges de dizaines, voire de centaines de ces substances qui chacune est à un taux extrêmement bas? Qu'est-ce que ça donne in fine? Là, la science n'est pas capable aujourd'hui de donner une réponse, sauf dans le cas précis que j'ai cité tout à l'heure où il passe par le même mécanisme, et là, il faut additionner, et là, il faut prendre des mesures. Et surtout, que donne ce mélange des contaminants de l'ensemble des aliments qu'on consomme dans un seul repas? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, non, mais c'est exactement. Non, mais on n'en sait rien, puisque le repas change en plus d'une fois sur l'autre. Donc, c'est extrêmement difficile. Si on prend des exemples précis de produits de ces filières,
dans un même repas où vous avez, allons-y, une tranche de jambon, une purée de pommes de terre ou des patates à l'eau, ce que vous voulez, un yaourt, une pomme, et peut-être que vous avez eu un petit apéro avec du saumon fumé ou pas, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps ? Non mais attends, il faut quand même, il faut revenir quand même à des choses. Notre organisme est malgré tout capable d'éliminer toute une série de substances. C'est une belle on mécanique. n'est quand même pas, heureusement, je veux dire, complètement désarmé, et si on ne serait pas là si on n'avait pas cette capacité à métaboliser un certain nombre de substances et à les éliminer principalement dans les urines. Hein, c'est fait. Alors il reste quelques substances, quelques dizaines, voire des centaines de substances qui ont une propriété, notamment, qui est la propriété de ne pas être tellement soluble dans l'eau, donc ça ne passe pas dans les urines. Et on ne sait pas les métaboliser correctement. Et cela pose un tout petit peu plus de problèmes que les autres. Donc, on est bien armé, mais on n'est pas complètement indemne. On n'est pas des surhommes non plus. Voilà, on n'est pas complètement indemne, et on ne sait pas nécessairement toujours reconnaître que ça, c'est une substance qui n'est pas bonne, qu'on a rajoutée. Et ça, par contre, c'est une substance qui est très bonne. Parce qu'il faut aussi rappeler que une moisissure sur du blé, ça peut avoir des toxines qui ne sont pas gentilles, hein, de quelque chose. C'est pas parce qu'une substance est naturelle qu'elle est forcément bien, et c'est pas parce qu'elle est industrielle ou artificielle qu'elle est forcément mauvaise. C'est pas si simple que ça. Les toxines des champignons, c'est vraiment pas très sympathique. Donc il faut rappeler ça, et donc justifier un tout petit peu quand même le fait qu'il ne faille pas que les champignons ou que des mycoses viennent contaminer nos aliments. Donc il y a une base. Donc le tout, c'est de trouver le meilleur moyen de lutter contre sans nous contaminer avec tout ce mélange. Donc c'est ça, cet équilibre-là, il n'est pas évident. Hein. Isabelle, concrètement, si on doit faire le tri, après avoir lu ce livre, dans son frigo et dans ses placards pour mieux manger, pour mieux vivre, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette ? Moi, je suis une femme concrète, hein, mère de famille, je cherche à comprendre. Eh bien, allez voir un jardin partagé dans votre quartier, montez votre potager, arrêtez pratiquement la viande, et pour le reste, achetez du bio. Et si possible, en circuit court et directement au producteur. Donc les courses se font Alors, de toute façon, si on n'accepte pas de manger de saison, c'est la première, à mon avis, des conditions. Local, en circuit court, bio, et si on n'accepte pas de mettre dans notre alimentation un prix minimum, il faut savoir que dans les années 60, on consacrait près d'un tiers de nos revenus à manger. Aujourd'hui, c'est à peine plus de 15%. On dépense 2 fois moins d'argent qu'il y a 50 ans pour nous nourrir. Et quelque part, on en paye le prix. Parce qu'effectivement, si les supermarchés marchent aussi bien, c'est parce que le moins-disant sur le prix est celui qui attire le plus grand nombre de consommateurs. Donc, il va falloir accepter de renoncer à payer ces tomates à 1 € le kilo, parce que si vous les faites en bio, ça va prendre plus de temps, ça va mettre plus de monde dans les champs, ça va faire beaucoup moins de trajets, Voilà, il y a des impératifs sur ces modes de production-là qui sont répercutés sur le prix de vente. Quoi qu'il en soit, manger autrement et changer nos habitudes alimentaires, très certainement, aller chercher des protéines ailleurs que dans les espèces animales. Voilà, acheter local, acheter de saison, acheter bio évidemment, et dans tous les cas, même si on achète industriel, acheter bio, ne serait-ce que pour ne pas s'empoisonner, et que pour ceux qui ont récolté les fruits pour vous, ne s'empoisonnent pas non plus, parce que quand même le problème du glyphosate aujourd'hui, c'est avant tout un problème d'agriculteur. Les problèmes de pesticides et de cancer, c'est quand même avant tout un agriculteur. Il y en a un qui me disait, dans les hôpitaux du Bordelais, il n'y a que les vignerons quand même dans les salles de chimiothérapie. C'est quand même aussi un problème de santé publique pour cette filière-là. Donc voilà, réduire la viande et manger le. Justement, je rebondis sur cette histoire de potager. Vous disiez à l'instant faire son potager. Et on a l'impression depuis quelque temps que les seuls qui sont vraiment décidés à agir, ce n'est pas les pouvoirs publics malheureusement, mais les citoyens à travers des initiatives de permaculture, de potager urbain, d'agroécologie. Vous confirmez ? Ah mais je confirme, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a face à nous un lobby qui est complètement prisonnier d'un modèle productiviste, intensif, conventionnel, qui est fondé sur le pétrole. Il y a un
un agrobiologiste que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Claude Bourguignon, et qui résume l'agriculture en disant « On a des sols morts ou malades sur lesquels on fait pousser des fruits et des légumes avec du pétrole ». Et aujourd'hui, en fait, si on a envie d'avoir ce regard-là, c'est quand même une réalité. Donc, oui, j'avoue que je vois pas beaucoup d'alternatives à ce que les citoyens prennent la main et multiplient les initiatives. Madame. Oui, alors, comme on est bien obligé de se nourrir pour vivre, je me disais maintenant d'un point de vue pratique, quels sont les moyens pour éviter le plus possible les produits chimiques, les pesticides, etc. Est-ce qu'il faut les laver, les peler, tout, ou même si on les lave et on les pèle Ne pas les acheter, si je comprends bien. C'est ça, Isabelle? Est-ce qu'il y a moyen, là, je parle sous le contrôle de Robert. Est-ce que... tout le monde n'a pas les moyens d'acheter bio, etc. Donc, quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner aux personnes qui ne peuvent pas acheter? Non, mais c'est sûr que là aussi, vous êtes, par exemple, épluché ou pas. Une question qui peut paraître banale, c'est pas si évident que ça, parce que bon, si vous épluchez, voilà, vous allez sans doute enlever une partie de tout ce qui est agents phytosanitaires, pesticides, etc. Pas tout, mais en tout cas une partie, et donc vous êtes gagnant sur ce plan-là. Mais d'un autre côté, c'est là aussi que réside une bonne partie des vitamines. Donc vous êtes perdant sur ce plan-là. C'est un équilibre. Donc si vous achetez, vous dites, bon, achetez bio, finalement, elle résout un peu cette contradiction, parce que vous pouvez garder à ce moment-là la peau, et puis vous allez avoir un peu moins donc beaucoup moins sans doute de pesticides si ce sont des fruits et légumes. Donc là, vous êtes plutôt gagnant. Est-ce que c'est plus cher parce que tant que la production est ce qu'elle est, sans doute c'est un peu plus cher, mais est-ce que c'est vraiment, si la production augmente suffisamment, je pense que ça peut rejoindre des prix qui sont acceptables. Et puis, comme dit Isabelle, il faut un moment accepter de payer, parce que la situation des agriculteurs et des éleveurs, elle n'est pas brillante. Je veux dire, elle n'est vraiment pas brillante, il faut aussi comprendre ça. Il faut un moment accepter de payer tout ça, et puis bon, revoir les circuits. Madame. Au créneau en disant on veut garder ce produit alors qu'il est mauvais pour leur santé et pour la nôtre. C'est Monsanto. Pour répondre à la dame, je ne sais pas ce que ça vaut. On m'a conseillé de faire tremper mes fruits 20 minutes dans de l'eau avec du bicarbonate ou de l'argile. On ne retirera jamais tout, mais il paraît que ça tempère un peu. Robert Barouki. Je ne sais pas. Enfin, j'ai pas de connaissance d'études moi là-dessus. Hein. Mais c'est des non, mais je ne sais pas si ça a été fait vraiment d'une manière tout à fait scientifique, contrôlée. Moi, je n'ai pas cette notion comme ça, mais peut-être que c'est vrai aussi. Hein, j'en sais rien. D'autres questions, Madame? Oui, alors pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'avoir son potager, son propre potager, encore faut-il que le potager soit situé dans le bon endroit. Moi, j'ai grandi dans une plaine agricole où on était arrosé en permanence par les pesticides. De nombreuses personnes de ma famille ont développé des cancers. Je pense que c'est pas un hasard. Et du coup, le potager en question, finalement, c'est un peu de mort. Oui, tout à fait. C'est la même chose en ville. C'est-à-dire que si vous cultivez vos fruits et vos légumes sur les trottoirs, sous les pots d'échappement des voitures, vous allez avoir des concentrés de métaux lourds. C'est ça. Vous allez vraiment manger du pétrole. Ce ne sera pas pulvérisé de la même manière. Consolez-vous. Non, mais... Enfin, je ne sais pas, quand on habite en ville, de toute façon, on est tributaire des distributeurs, donc il y a de plus en plus de magasins de producteurs, de marchés de producteurs, d'AMAP. Avec un coût certain, hein, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est le problème. Oui, mais si vous réduisez votre consommation de viande d'une manière assez puissante, vous allez quand même gagner en pouvoir d'achat. La viande, ça fait quand même partie des aliments les plus chers. Madame, une question là-bas. Ah, s'ils sont labellisés bio, en principe, oui. On ne sait pas. Oui, mais alors, il faut comprendre une chose. C'est qu'en fait, un circuit court vaudra toujours mieux qu'autre chose pour une raison simple. C'est qu'un producteur qui vous vend à vous en direct, il n'a aucune raison de se plier aux exigences de l'agriculture industrielle, de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Quand vous allez, si vous allez chez un maraîcher du coin qui vend directement ses trucs au marché, il va sûrement traiter un peu.
Mais c'est sans commune mesure avec celui qui a sa monoculture de salade sur des hectares et des hectares et qui passe son tracteur en pulvérisant toutes les semaines pour être sûr qu'il n'y aura pas un moucheron, pas un puceron, pas un ver, pas rien dans sa salade. Donc, en fait, c'est une question d'échelle. Donc en général, ça marche ensemble. C'est-à-dire que le tout petit maraîcher, le tout petit producteur vend en direct. Et donc, ça coûte très cher les produits phytosanitaires. Ça coûte très cher de traiter. Et quand on fait une petite production locale pour des consommateurs en direct, on a plutôt intérêt à en mettre le moins possible qu'à en mettre le plus possible. Donc, a priori, il y a sûrement des exceptions, il y a sûrement des gens qui savent pas doser, il y a sûrement des gens qui exagèrent. Mais globalement et en général, et puis il y a quand même un truc... Enfin, ça, c'est une expérience de consommatrice. C'est que quand vous achetez au producteur ces produits, vous pouvez vous dire qu'il les mange aussi. Ce qui n'est pas vrai pour un producteur industriel. Je vous raconte une anecdote parce que je la trouve absolument édifiante. Mes filles allaient dans une ferme pédagogique qui faisait que du bio, qui montrait aux enfants, enfin, etc. Et juste à côté, il y avait un type qui élevait des poules. Il avait 25 000 poules dans un hangar. Et il avait 2 enfants de l'âge des enfants qui venaient en colo. Et à chaque fois que ses enfants, pendant les vacances, voulaient faire des crêpes, il envoyait ses enfants à la ferme pédagogique pour demander des œufs. Il avait 25 000 poules dans son hangar. Et pour rien au monde, il aurait mangé ses œufs. Et pour rien au monde, il les aurait donnés à ses enfants. Donc, quand vous êtes en face d'un maraîcher qui a fait ses salades et qui va manger la même que vous pouvez vous dire qu'a priori, bon, voilà, vous pouvez y aller. Il est attaché à ses poules, donc. Voilà. D'autres questions? Enfin, les distributeurs ont pris quand même des engagements assez sérieux à l'horizon. Ah mais de toute façon, il reste des cages à poules. Et il en restera encore longtemps. Et il en restera tant que de toute façon, alors là aussi, l'industrie agroalimentaire qui fabrique les goûters des enfants, les biscuits, les viennoiseries, etc., elle a besoin d'eux. Et elle va pas les chercher au poulailler. Elle récupère ce qu'on appelle des ovoproduits, c'est-à-dire des bidons qui sont ou des paillettes ou du surgelé. Alors là, on a une gamme absolument incroyable parce que la transformation de l'œuf en ovoproduit, ça permet de faire que du blanc, que du jaune sucré, du jaune salé, du blanc émulsifiant, du blanc texturant, du jaune pour je sais pas quoi. Enfin, il y a une gamme absolument incroyable selon vos usages, et ça, c'est que des œufs. Non, mais là c'est de la tricherie. Là c'était au-delà même du système. Là, en l'occurrence, vous faites allusion au fipronil. Donc ça, on a triché. Là, bon, ça, je veux dire, ça vient en plus. On peut même tricher sur du bio et rajouter quelque chose. Enfin, ça, il faut qu'il y ait des contrôles, hein, parce que ça, c'était des petits saligots qui ont rajouté du fipronil là où il fallait pas. Et vraiment, c'était pas du tout le système normal. Hein, donc, ils ont triché, eux. Justement, Robert, parlez-nous un petit peu des contrôles phytosanitaires. Comment ça s'effectue concrètement? Sur des échantillons, hein, donc on fait de temps en temps. C'est systématique ou pas? Pas systématique surtout, non. C'est des échantillons. Ce sont les. Oui, c'est des lots au hasard. Des lots, oui. C'est pris au hasard. Oui, et parfois on trouve, et parfois, voilà, il y a des choses qui passent dans la. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué, c'est très coûteux de faire des contrôles. J'ai beaucoup discuté avec l'ANSES pour le bouquin, et je cite largement Gilles Selva, qui est le directeur général de l'ANSES, qui m'a dit des choses intéressantes. Par exemple, on sait que les animaux d'élevage mangent énormément de coproduits, c'est-à-dire des résidus, en fait, de filières agricoles, c'est-à-dire les enveloppes, les drèches, etc., le reliquat du blé, et que tout ça, par exemple, ce qu'on appelle la pulpe de betterave, parce qu'avec la betterave et sucre, on fait du sucre, mais il reste des pulpes. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des filières extrêmement gourmandes en pesticides. Donc, à un moment, je me suis quand même posé la question, est-ce que les animaux mangent des concentrés de pesticides? Et en fait, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir s'il y a des pesticides dans la nourriture animale. On ne cherche pas non plus à savoir s'il y a des antibiotiques dans les œufs. Pour certains contrôles, on en fait, c'est sur les œufs en particulier, je ne sais plus ce qu'on recherche, on fait 300 ou 400 contrôles par an et on produit 14 milliards d'œufs. Alors évidemment, c'est difficile de tout contrôler en même temps, hein. Oui, c'est sûr, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout. C'est-à-dire que la présence de pesticides dans la nourriture animale, ça n'est globalement pas le problème. D'autres questions? C'est une vieille histoire. Non. Madame, une question? Moi, j'ai juste le sentiment que cultiver son jardin, etc., j'ai appris que les serres allaient être taxées, les surfaces prises par l'État.
Dans les jardins privés? Non, je crois que ça c'est faux. J'espère. Non, non. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi les normes pour le bio sont revues à la baisse parce que au niveau, Ça c'est vrai. on a quand même cette impression globale que ça ne va pas dans le bon sens ou que ça plaît pas trop. On a d'autant moins l'impression que ça va dans le bon sens qu'en fait, les consommateurs font exploser les compteurs des produits bio achetés et consommés en France, et qu'en fait, il n'y a aucune politique publique qui va permettre aux agriculteurs de répondre à la demande. Et donc, nous allons devoir continuer d'importer de plus en plus massivement, peut-être, les produits bio. Bon, en gros, d'Europe pour l'essentiel, mais il n'empêche que il est bien dommage que la production biologique en France ne soit pas plus soutenue et aidée par les pouvoirs publics, alors que ça correspond visiblement à une vraie demande des citoyens et des consommateurs. Isabelle, moi j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous expliquez le capital confiance que nous accordons encore, malgré tout ça, à l'agriculture, avec tout ce que vous décrivez justement dans le livre? Pourquoi on est si naïf? D'abord, je pense que pour une grande partie d'entre vous, nos grands-parents étaient peut-être paysans. En tout cas, ils avaient des jardins. Et donc, la manière dont on a appris ce que c'est qu'un fruit, ce que c'est qu'un légume, ce que c'est qu'un œuf, etc., en tout cas qu'on nous a transmise des grands-parents aux enfants et aux petits-enfants, c'est l'agriculture d'avant la révolution verte, d'avant cette révolution agricole qui ressemble à la révolution industrielle. Et surtout, comme l'agrobusiness en général, hein, j'englobe les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, comme l'agrobusiness nous inonde de pubs, ou quand vous achetez des œufs Matine, c'est une poule qui picore sur un mur. Quand vous mangez du jambon ou des saucisses Herta, c'est une scène de famille totalement bucolique. On n'a aucune raison de remettre en cause tous les schémas mentaux et toutes les images qu'on a sur comment on élève un cochon, comment on nourrit une poule et comment on fait pousser du blé. Personne n'a intérêt à vous raconter que le blé, avant d'être planté, il est plongé dans un bain de pesticides, qu'on lui met des hormones de nanisme pour qu'il monte pas trop haut, qu'on le traite non-stop, etc. Enfin, personne n'a intérêt à vous dire ça. Et donc, personne ne vous le dit.